Bonsoir à tous et merci d'être si nombreux, très nombreux à cette conférence exceptionnelle des alumni de Genève en présence de Claude Nicolier, qui est d'ailleurs membre du comité d'honneur des alumni de notre association. Nous en sommes très fiers. Je vais passer tout à l'heure la parole à Stéphane Berthet, le secrétaire général de l'UNI, qui va nous dire quelques mots, qui va présenter, s'il le faut encore, Claude Nicolier. Lui aussi, Stéphane Berthet a une carrière dans l'astrophysique et il a été candidat astronaute. Nous sommes donc en de bonnes mains ce soir. Si vous me permettez quelques brefs mots en tant que présidente de ces alumni, nous avons eu tout à l'heure une partie statutaire avec de très bonnes nouvelles pour notre association qui a connu l'an dernier une progression assez importante, spectaculaire même, de ses membres, de 10%. Alors que je vous dise que les alumni sont une association vivante, qui a plein de propositions, qui offre des soirées comme ce soir, les mardis des alumni aussi, des voyages, des propositions culturelles, des offres d'emploi. Donc pour tous ceux qui dans la salle ne font pas encore partie de notre association, eh bien, je vous invite à nous rejoindre. Tout ça pour évidemment la gloire de l'Université de Genève. Je vais donc passer la parole à Stéphane Berthet pour qu'il présente Claude Nicolier et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, bonsoir et je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de la part du rectorat de l'Université de Genève. Et c'est pour moi un grand plaisir que de vous présenter ce soir l'orateur de cette soirée des alumni de Genève. Donc, beaucoup de gens connaissent Claude Nicolier comme astronaute. Il est à ce jour le seul astronaute suisse qui a volé dans l'espace. Et donc, si on le connaît, sa carrière d'astronaute, peu de gens peut-être connaissent son parcours tout à fait exceptionnel qui l'ont amené à faire ces différentes missions spatiales. Donc tout d'abord, c'est un diplômé de physique de l'Université de Lausanne. Ensuite, il a fait un certificat d'astronomie et d'astrophysique à l'Université de Genève, c'est ce qui lui vaut le statut d'alumni de notre université. Mais en parallèle de ses études, il a aussi, dans la fin des années 60, été pilote de chasse dans l'armée suisse. Il a piloté des Tiger, des Hunter et aussi des Pilatus. Puis, au milieu des années 70, il a été pilote de DC-9 dans la compagnie nationale Swissair, pour ensuite, en 1978, être sélectionné par l'Agence spatiale européenne comme l'un des 3 membres du premier corps des astronautes européens. Donc, avec un de ses collègues allemands et hollandais, ils ont constitué le premier corps d'astronautes européens de l'Agence spatiale européenne. Il a, dans ce contexte, été affecté aux missions en liaison avec la NASA. Donc, il a été transporté jusqu'à Houston, où il a vécu pendant 25 ans, et affecté au travail de préparation des missions spatiales NASA et ESA, ce qui lui a valu aussi l'occasion de diriger, par exemple, le département de robotique du bureau des astronautes de la NASA. Donc, un certain nombre d'activités liées aux missions spatiales dans le cadre des programmes NASA-ESA. Fin des années 80, il complète aussi son expérience de pilote en étant admis à la prestigieuse Empire Test Pilot School du Royaume-Uni, où il est pilote d'essai pendant une certaine période dans cette prestigieuse école. Il totalise plus de 6400 heures de vol sur différents types d'appareils. Et fin des années 80, ça l'amène aussi à se préparer à sa première mission spatiale, puisque fin juillet, le 31 juillet 1992, il décolle à bord de la navette Atlantis pour sa première mission spatiale. Il y en aura 3 autres qui se succéderont. Il passera plus de 42 jours dans l'espace. Et notamment, il visitera par 2 fois le télescope spatial pour des opérations de maintenance, qui sont des missions qui ont été des missions extrêmement complexes et prestigieuses pour la NASA et aussi pour l'ESA. Cette dernière mission spatiale qu'il a effectuée au chevet du télescope spatial
l'a conduit aussi à faire une sortie extravéhiculaire de plus de 8 heures. Donc pendant plus de 8 heures, il s'est promené autour de la navette pour réparer ce télescope spatial. Donc vous voyez un parcours tout à fait exceptionnel, ponctué d'un certain nombre de distinctions dans différents domaines. Et je citerai aussi le fait qu'il a obtenu un doctorat honoris causa de l'École polytechnique de Lausanne, de l'Université de Bâle et de notre université, l'Université de Genève. Il enseigne toujours à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, où il transmet son savoir dans ce domaine de l'aéronautique, mais aussi sa passion de l'espace auprès des jeunes qui suivent ses cours. Donc nous sommes extrêmement fiers et heureux de pouvoir l'accueillir ce soir. Actuellement, il est aussi impliqué dans le projet Solar Impulse pour différentes actions de suivi de ses missions. Et, comme je vous l'ai dit, il enseigne toujours à l'École polytechnique. Donc maintenant, sans plus attendre, parce que vous êtes venus entendre Claude Nicollier, je lui cède la parole pour vous parler de Vivre l'espace. Merci et bonne soirée à tous. Merci Madame Jean pour votre introduction et merci Stéphane. C'est toujours un plaisir de venir ici à Genève, je l'ai fait à quelques occasions déjà. Aussi toujours un plaisir de revoir Stéphane qui m'a énormément soutenu dans mon activité d'astronaute. Chaque fois que je revenais en Suisse, à la suite de chacune de mes 4 missions dans les années 90, avec l'équipage, c'était Stéphane qui était responsable du tour en Suisse de ces groupes d'astronautes. C'était toujours avec beaucoup de plaisir que j'ai travaillé avec Stéphane, essentiellement dans le sillage de mes missions spatiales. Pas tellement pour la préparation, mais dans le sillage des missions spatiales. C'est un grand plaisir de partager avec vous quelques impressions de mes vols spatiaux, mais également, je dirais, je déborderai largement mes activités dans l'espace qui ont été relativement modestes par rapport à ce qui a été fait par l'humanité depuis le vol de Gagarine en 1961 jusqu'à l'occupation et l'exploitation de la Station spatiale internationale. Donc j'ai joué un petit rôle peut-être relativement important au niveau de l'Europe, qui a commencé à s'accrocher au programme de vols spatiaux habités dès la fin des années 70, donc c'était après la fin du programme Apollo. Les premières années, je dirais les premières décennies d'exploration de l'espace, aussi bien par des satellites, des robots que par des engins habités, ont été bien entendu dominés par les États-Unis et l'Union soviétique. Alors une chose, le titre « Vivre l'espace », peut-être certains diront « oui, mais pourquoi est-ce qu'il ne dit pas « vivre dans l'espace » » Je trouve que vivre l'espace, c'est quelque chose de plus profond que vivre dans l'espace. On vit des aventures, on vit des moments forts de notre existence. Et pour moi, je peux vous dire que j'ai eu des moments extrêmement forts non seulement dans l'accomplissement de ces 4 missions dans l'espace, et tout spécialement celles qui avaient pour objectif de visiter le télescope de Hubble, mais également entre les périodes de vol dans l'espace. Tout le travail que j'avais le privilège d'accomplir à Houston, essentiellement avec la NASA, mais avec un suivi de l'Agence spatiale européenne quand même, puisque j'étais un astronaute de l'agence qui était détaché à la NASA à Houston. Et ces activités étaient extrêmement intéressantes. J'ai eu l'occasion, par exemple, pendant plusieurs années, de travailler à SAIL, S-A-I-L, et c'est pas une voile, mais c'était Shuttle Avionics Integration Lab, un laboratoire de vérification des logiciels de la navette spatiale. C'était un système qui tournait 365 jours par année, de jour et de nuit. La NASA voulait absolument éviter à tout prix un bug informatique qui aurait pu conduire à un problème grave avec la navette ou perte de la navette et de son équipage. Et en fait, sur les 135 vols de la navette entre 1981, le premier vol, et le dernier vol STS-135 au milieu de l'année 2011, donc pendant 30 ans, il n'y a eu aucun bug informatique, et ça c'est assez remarquable. Il faut imaginer la criticalité du software, des programmes qui chargeaient les ordinateurs de bord, aussi bien pour le guidage, la navigation pendant la montée que pendant la descente, que pour toute la partie orbitale. Il était essentiel d'avoir des ordinateurs qui traitaient des données, et que tous les algorithmes étaient vérifiés avant chaque mission.
Et pour moi, c'est juste pour vous dire que j'ai ce privilège entre les missions d'accomplir des tâches extrêmement intéressantes. Et comme l'a mentionné Stéphane également, chef de la division de robotique du bureau des astronautes à la NASA. Donc là, la NASA nous occupait, il y avait la période de préparation pour chaque mission, de l'ordre de grandeur d'une année. La mission elle-même, courte pour les vols navettes, typiquement une semaine jusqu'à 12, 13 jours. Ensuite, il y avait débriefing pendant quelques semaines, peut-être quelques mois. Et ensuite, on recevait ce qu'on appelle un job assignment, des activités extrêmement intéressantes comme celle que je viens de mentionner, Shuttle Avionics Integration Lab. Donc, j'ai vécu le programme spatial de façon très, très riche, très intense. J'ai croqué à belles dents dans le programme spatial. C'était vraiment un grand privilège pour moi. Mais si j'ai pu le faire, c'est parce que j'ai finalement reçu une éducation de qualité, aussi bien à Lausanne, en étudiant la physique, qu'ici à Genève. J'ai un immense respect pour mes maîtres à l'Observatoire de Genève, le professeur Gaulet, le professeur Ruffner et tous les enseignants à l'Observatoire de Genève et l'Université de Genève. Et il n'y a pas de doute que ça m'a beaucoup servi. En plus, bien sûr, du privilège que j'ai eu d'être en parallèle un pilote dans les forces aériennes. J'ai adoré les 22 ans que j'ai passés sur le Hunter. Tous les 2 mois, on consacrait une semaine à voler comme des fous sur l'aérodrome de Meiringen, de Interlaken, de Ambri-Piotta. Là aussi, on croquait à pleines dents une forme d'activité aéronautique qui était passionnante, relativement dangereuse, mais passionnante. Mais finalement, c'était aussi une préparation à la gestion de risques. Donc pour moi, c'était un élément important dans ma sélection en tant qu'astronaute, et c'était utile. Toute la gestion mentale d'une mission d'un avion de chasse avait une certaine corrélation avec la position mentale de l'accomplissement avec succès d'une mission spatiale, avec gestion de risque. Et puis cette idée qu'on reçoit une mission, c'est évidemment des missions bien différentes. Il ne s'agissait pas de larguer des bombes et tirer des roquettes et tirer au canon sur des toiles jaunes dans les Alpes ou à quelque part dans le terrain, mais c'était une mission qu'on recevait et qu'on avait la responsabilité d'accomplir avec succès. C'était pas notre mission à nous, c'était une mission qui nous était donnée et qu'on avait la responsabilité d'accomplir. Donc je dirais que aussi bien ma formation scientifique à Lausanne et à Genève que ma formation militaire ont été extrêmement utiles. Voilà. Il faut que j'avance, donc on va réduire l'intensité lumineuse parce qu'il y a l'espace est très sombre. Il y a des images magnifiques du ciel prises par Hubble, il y a des images très belles de la Terre. Et puis on m'a dit qu'il fallait un petit peu de lumière sur moi pour qu'on me voie, mais ça c'est pas important. Vous m'avez vu maintenant, vous me verrez après à l'apéro. Et puis maintenant on va plutôt profiter de la beauté des images. Déjà cette image de couverture est très belle. C'est comme ça qu'on voit la Terre depuis ce qu'on appelle l'orbite terrestre basse. LEO, Low Earth Orbit, c'est typiquement quelques centaines de kilomètres au-dessus de la surface de la Terre. J'ai eu le privilège d'aller relativement haut pour la navette, à 600 km d'altitude, c'est là qu'on a retrouvé Hubble. Mais qu'on soit à 300 ou 600, c'est à peu près ce qu'on voit. L'atmosphère terrestre, là vous avez la Lune proche de l'horizon. Et c'est toujours une vision absolument splendide qui personnellement m'a énormément touché. Alors, quelques mots sur l'espace. Pourquoi on va dans l'espace? Parce que les gens se posent souvent la question, oui, pourquoi est-ce qu'on va dans l'espace? C'est cher, c'est dangereux. Il y a tellement de problèmes sur Terre qu'on ferait mieux de s'occuper de ces problèmes et pas dépenser de l'argent pour aller dans l'espace. Il y a évidemment des aspects utilitaires de l'espace qui sont fondamentaux. Je dirais pour les télécommunications, ça c'est absolument clair. Pouvoir parler avec quelqu'un à Kuala Lumpur ou à Los Angeles avec Skype pour le prix d'Internet, c'est bien mieux que ce qu'on faisait à l'époque avec le téléphone. Et on dépensait l'ordre de 53 francs par 3 minutes, je me rappelle, dans les années 60. C'est un progrès considérable qui est dû à l'espace. Bien entendu, on utilise toujours et encore des conduits en dessous sur l'océan, sur le ocean floor. Mais malgré tout, l'espace est fondamental pour les télécommunications. Pour la navigation précise, vous avez le GPS qui est une invention absolument géniale, qui permet de connaître notre position n'importe où sur la surface de la Terre ou dans les airs, avec une précision de quelques mètres, qui sera suppléé bientôt par GPS est américain, comme vous le savez, contrôlé par le département de la Défense. Mais bientôt, on aura un système européen qui s'appelle Galileo. On a quelques satellites du système Galileo qui sont déjà en orbite avec des horloges atomiques précises qui sont fabriquées à Neuchâtel, donc on a une certaine fierté
en tant que Suisse, parce que l'ESA a cherché partout les meilleures horloges atomiques en Europe, et c'est finalement à Neuchâtel qu'ils les ont trouvées. Voilà une image d'artiste illustrant quelques-uns de ces satellites du système Galileo. La constellation sera terminée en 2020 à peu près, pour une trentaine de satellites qui vont encore une fois nous fournir des informations temporelles extrêmement précises et de localisation sur la Terre et dans l'atmosphère. Donc ça, c'est une utilisation de l'espace qui est absolument fabuleuse. Et puis l'autre, c'est évidemment l'observation de la Terre pour finalement sauver des vies, pour protéger des biens de personnes sur la surface de la Terre, typiquement en surveillant le mouvement et l'évolution des cyclones tropicaux dans le Pacifique ou dans l'Atlantique. C'est une belle image de la Terre qui vous montre, ça c'est la côte ouest des États-Unis, des cyclones tropicaux sur le Pacifique qui menacent très souvent les Philippines par exemple, et d'autres îles dans le Pacifique. Il est évident que par l'observation depuis l'espace, on peut prévoir de façon assez précise l'impact que chacun de ces cyclones tropicaux aura sur les terres qui sont touchées. Donc on peut commander des évacuations et sauver des vies de cette manière, grâce à l'espace. Donc ce sont les aspects utilitaires de l'espace. Navigation précise, télécommunication, observation de la Terre et de son atmosphère. Puis alors là, je prends un petit risque parce que c'est une opinion personnelle en fait. Je pense que le fait que nous allions dans l'espace maintenant correspond à une étape importante de l'évolution de la vie, non pas sur Terre puisqu'on la quitte, mais dans ce coin de la galaxie, on peut dire. Ceci s'est passé il y a quelques centaines de millions d'années. La vie a quitté, une partie en tout cas, a quitté les eaux tempérées pour aller sur Terre ferme. Et ceux qui sont restés dans l'eau ont dû se dire, mais pourquoi se aller sur Terre? On a suffisamment de problèmes dans l'eau. C'est la même chose maintenant. Pourquoi aller dans l'espace? On a suffisamment de problèmes sur Terre. Mais cette étape était essentielle, cette étape évolutive, selon Darwin, était essentielle pour finalement la survie des espèces vivantes sur Terre, qui a conduit bien entendu jusqu'à l'espèce humaine, qui se pose des questions sur sa propre origine maintenant. Et tout ça, ça n'a pas l'air de se passer dans l'eau, ça se passe ici sur terre ferme. Je pense que la capacité que nous avons d'aller dans l'espace maintenant correspond à une autre étape importante de l'évolution de la vie dans ce coin de la galaxie. J'ai même écrit ici, et là je prends un certain risque, l'accès à l'espace est probablement une nécessité biologique et évolutionnelle, on ne peut pas y échapper. De même, lorsque les espèces vivantes ont quitté le milieu aquatique, ils ne se sont pas posé la question est-ce qu'on va le faire ou pas, c'était une nécessité biologique et évolutionnelle, selon Darwin. Nous avons une plus grande chance de survie à long terme parce que nous avons l'accès à l'espace maintenant, nous allons l'avoir ces prochaines décennies, ces prochains siècles. J'ai mis un probablement parce qu'il y a certainement des personnes ici, à d'autres endroits, qui ne sont pas d'accord, mais c'est mon opinion personnelle. L'espace inspire et fait rêver, il n'y a aucun doute à ce sujet. C'est un sujet qui a toujours fasciné. Pour moi, j'ai toujours été formidablement fasciné depuis que j'avais 7, 8, 9 ans, 10 ans. Quand ce livre a été publié, On a marché sur la Lune, j'avais 10 ans, c'était en 1954, donc bien avant le premier satellite artificiel de la Terre, qui était en 57, et le premier homme dans l'espace en 61. Et je peux vous dire que vraiment, en tant que petit gamin, j'étais fasciné par ces aventures de Tintin, Milou, Capitaine Haddock, les frères Dupont avec leurs grands cheveux violets et jaunes, et puis, ces images de cette magnifique fusée avec ses carrés rouges et blancs qui décollent de la surface de la Lune, c'était fantastique. Quelle aventure! Et je suis de loin pas le seul qui a été inspiré par cette magnifique aventure d'Hergé. Objectif Lune, ça se passait à quelque part en Moldavie, en Europe de l'Est, et puis on a marché sur la Lune. Magnifique. Et puis le whisky du capitaine Haddock qui se mettait en boule. À 10 ans, je me posais la question, mais pourquoi? Maintenant, je comprends pourquoi, puis vous le savez tous, c'est que en l'absence de gravité, toutes les directions sont équivalentes. Il n'y a plus de haut et plus de bas. Donc la forme que doit prendre un fluide, c'est bien entendu la sphère, parce que c'est seulement la sphère qui respecte cette idée que toutes les directions sont équivalentes, qu'on a une isotropie parfaite. Et puis, vous connaissez bien ces histoires, vous vous rappelez que le capitaine Haddock était malin, il avait caché ses bouteilles de whisky dans un livre d'astronomie.
Magnifique aventure, vraiment. Et puis c'est au moment où les frères Dupont ont coupé le moteur atomique par inadvertance avec leur canne, vous vous en rappelez peut-être. C'est d'ailleurs assez subtil parce qu'on avait une fusée qui avait constamment de la poussée, des moteurs fusées. Donc il y avait une gravité artificielle à cause de... C'est le principe d'équivalence finalement. Il y a une équivalence entre l'accélération qu'on a dans une fusée à la suite de la poussée de moteurs fusées et puis l'accélération qu'on a sur la surface d'un corps céleste comme la Terre ou la Lune ou d'autres corps célestes. Alors il y avait une gravité artificielle constante, sauf quand les frères Dupont ont coupé le moteur atomique, et c'est là que le whisky du capitaine Haddock s'est mis en boule. J'étais inspiré aussi par des magnifiques peintures d'un peintre spatial britannique qui s'appelait Chesley Bonestell. Pas très connu, mais je me rappelle, en tant que gamin, j'étais fasciné par cette vue, en particulier de Saturne, vue d'un de ses satellites, Titan. On savait déjà que Titan, le plus grand satellite de Saturne, avait une atmosphère. Donc ça, c'était une magnifique vue d'artiste de Saturne, vue de Titan. En fait, c'est une image plus belle encore que les vraies images de la surface de Titan qui ont été prises par Huygens, une sonde de l'Agence spatiale européenne qui s'est posée en douceur sur Titan en janvier 2005. Une magnifique performance de l'ESA, en coopération avec la NASA. Mais les images prises par Huygens étaient moins belles, tu es d'accord, Stéphane? On voit des cailloux, c'est extrêmement intéressant, c'est clair, mais ça, c'est un artiste qui s'est permis cette liberté de montrer Saturne vu de son plus grand satellite. Honnêtement, des images comme celle-ci m'ont formidablement inspiré. Alors, bon, il y a eu Sputnik 1, en octobre 57, ensuite Sputnik 2 avec la petite chaîne Laika, donc aussi bien soviétiques qu'américains cherchaient à rapidement accomplir des performances remarquables dans l'espace. C'était des étapes qui étaient difficiles. Par exemple, le vol de Gagarine, le 12 avril 61, était une étape qui était fondamentale dans ce climat de guerre froide entre États-Unis et Union soviétique, qui était remporté par les soviétiques. Beaucoup de respect pour Yuri Gagarin, qui nous a ouvert la porte de l'espace et qui a eu le courage d'accepter de faire une seule orbite autour de la Terre en 105 minutes. À une époque où on n'était pas absolument convaincu qu'un être humain pouvait survivre dans l'environnement spatial, tout spécialement à cause de l'absence de pesanteur. On ne savait pas quelle serait la conséquence sur la distribution de fluides dans l'organisme, sur la capacité de respirer, de se nourrir, le fonctionnement des intestins. Enfin, on n'avait aucune idée. Et Gagarin y était, bon, il n'a pas eu le temps de vivre très longtemps dans l'espace, à savoir une seule orbite, c'était seulement 105 minutes. Mais quand même, le fait qu'il a fait cette mission a ouvert la porte de l'espace pour tous les autres astronautes et cosmonautes qui ont suivi. Alors, je vous montre maintenant, c'est une transition assez rapide, mais la réaction américaine est évidemment le programme Apollo. Et pour vous montrer à quel point c'était un extraordinaire succès, ce programme, et une performance absolument inouïe, je vais vous montrer cette vidéo qui a été fournie par Swiss Apollo. C'est une petite compagnie en Suisse qui... Voilà. Une petite société qui essaye de maintenir un contact étroit entre les astronautes du programme Apollo et la Suisse. Swiss Apollo. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Good.
Quelle aventure! J'ai une deuxième petite vidéo qui va vous montrer l'approche de la Lune, l'alunissage du module lunaire. Eagle. Eagle, Houston, we rig you now. You're go for PDI, over. Roger, understand. Et là aussi, c'est plein d'émotions, vous verrez. L'alunissage lunaire. That's the Earth, radar out front window. Première parole de Neil Armstrong. Fantastique. 50,000 feet above the moon, Eagle's descent engine ignited and began the deceleration for landing. As they descended, Armstrong and Aldrin watched the craters and mountains of the moon pass beneath them. You're a go for landing, over. Roger, understand, go for landing. Autorisation d'atterrissage ou d'alunissage. At this point, the Eagle rolled onto its back to give the landing radar surface acquisition. Now the crew was flying blind, hurtling toward the lunar surface. Only their instruments and the voice of mission control telling them where they were, until the slow pitch maneuver brought the lunar horizon to their view. 100 feet, 3.5 down, 9 forward. 5%. 185. 75 feet. There's looking good, down a half. 6 forward. 60 seconds. Lights on. 60 seconds. Down 2.5. Forward. Forward. Good. 40 feet, down 2.5. 30 feet, 2.5 down. Straight shadow. 4 forward. 4 forward. Drift into the right a little. Ready? Down a half. 30 seconds forward. Just picking up some dust. Got the shadow out there. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Ça, c'était vraiment vivre l'espace sous sa manière la plus forte, il n'y a pas de doute. C'était absolument extraordinaire. Cette performance du programme Apollo, personnellement, m'impressionne énormément. Apollo 11, comme vous savez, c'était en juillet 69. Le départ, comme vous l'avez vu, la fusée Saturn V, fabuleux. Et je dirais que le plus grand défi du programme Apollo, c'était le développement, la fabrication et l'opération de la fusée Saturn V. Et tous ceux qui pensent que tout ça ne s'est pas produit, bien sûr, on ne peut pas écarter la fusée Saturn V parce qu'il y a des milliers de personnes qui les ont vues décoller à chaque reprise. Et puis, il est évident que si les Américains ne s'étaient pas posés sur la Lune, les Russes qui surveillaient ça, les Soviétiques qui surveillaient ça de très près, auraient bien mis ça en évidence, et ça n'a pas été le cas. Pour moi, c'est la meilleure preuve que le programme Apollo a effectivement eu lieu, qu'ils sont effectivement posés sur la Lune. Vous avez ici Apollo 11, une photo de Buzz Aldrin, le second qui a marché sur la Lune, photo prise par Neil Armstrong, avec l'expérience suisse de l'Université de Berne pour capter les particules du vent solaire. Laquelle expérience, et les Bernois sont très fiers, était mise en place avant le drapeau américain, en fait, sur le sol lunaire. Quelle aventure! Pour moi, la plus belle leçon du programme Apollo, je le dis en anglais, c'est if you really want it, you can do it. Il y avait une telle volonté des Américains de remporter avec succès cette étape de l'exploration de l'espace que, malgré l'extrême difficulté du projet, la décision a été prise quelques semaines seulement après le vol de Gagarine, le discours de Kennedy.
we're going to go to the moon in this decade, not because it is easy, but because it is hard. C'était une extrême difficulté dans les années 60 de réaliser cette magnifique performance. Un monde complètement désolé, complètement aride, pas d'atmosphère du tout. C'est la raison pour laquelle le ciel est complètement noir. Un jour qui dure 14 de nos jours, puisque la Lune met 28 ans pour tourner sur elle-même. Donc on a le soleil est au-dessus de l'horizon pendant 14 jours. Ensuite, c'est une nuit de 14 de nos jours également, où il fait très froid. Et je dirais que c'est un programme, le programme Apollo, qui a véritablement lancé tous les programmes de vols spatiaux habités par la suite. Apollo 17, c'est la dernière mission du programme Apollo. Alors, c'est la première fois qu'on avait un géologiste sur la Lune, Harrison Schmitt. Il a essayé de prendre ce morceau-là pour ramener vers la Terre, mais ça n'a pas été possible. Alors, avec un marteau, il a pris des petits morceaux de ce grand caillou. Mais un monde absolument incroyable. Essayez d'imaginer un petit instant que vous êtes là, dans votre scaphandre, dans ce monde complètement minéral, à 400 000 km de la Terre. La Terre qu'il voyait comme ça. Et ça a complètement changé, évidemment, notre conception de la position de nous en tant qu'espèce humaine sur un petit corps céleste qui tourne autour du Soleil en 365,24-22 jours. Une toute petite planète qui gravite autour d'une étoile modeste, une étoile naine, une de 200 milliards d'étoiles de notre propre galaxie. Laquelle galaxie est une de 100 milliards d'étoiles, de galaxies de notre univers. Donc, on devient modeste. On réalise à quel point la Terre est finalement comme un vaisseau spatial occupé par 7,5 milliards de membres d'équipage et son capitaine. Impressionnant. C'est une belle image qui montre la Terre avec l'Inde au centre. On voit beaucoup d'images avec les États-Unis qui sont au centre, mais ça c'est une image un petit peu biaisée. On voit l'Inde, on voit l'Afrique, la mer Rouge, le golfe Persique, une grande partie de l'Asie. Alors après la fin du programme Apollo 17, je l'ai mentionné en décembre 72, les Américains sont accrochés à un nouveau programme qui était de nouveau la réalisation d'un programme d'un avion spatial réutilisable pour accès à l'orbite terrestre basse, plus la Lune, mais l'orbite terrestre basse. Puis on pose souvent la question, oui, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas continué d'explorer la Lune? En fait, c'est un programme qui coûtait très cher, le programme Apollo. Puis l'objectif principal, qui était de battre les Soviétiques, avait été rempli déjà avec Apollo 11. Le fait qu'on ait eu Apollo 12, 13, 14, 15, 16, 17, avec 13 qui ne s'est pas posé sur la Lune, que vous le savez, c'était un supplément qui a permis de renforcer le programme, de l'améliorer techniquement, et puis également d'obtenir un tas de données scientifiques sur la Lune elle-même. On a beaucoup appris, mais ce n'était pas l'objectif principal du programme. L'objectif principal était purement politique, c'était de battre les Soviétiques. Alors, développement de la navette spatiale, qui était encore une fois un programme qui demandait beaucoup de courage. Voici l'avion spatial qu'on appelait l'Orbiter. Une petite cabine pour 7 personnes, une soute qui pouvait transporter jusqu'à 20 tonnes de charge en orbite terrestre basse, 3 moteurs à hydrogène, des moteurs très verts, puisqu'ils fournissaient de la poussée et de l'eau, 1,5 tonne d'eau à la seconde, en utilisant le contenu de ce grand réservoir, 700 tonnes d'oxygène et d'hydrogène liquide, pour 8 minutes et demie de montée en orbite seulement. Donc l'espace est tout près. On atteignait l'orbite à une vitesse d'à peu près 28 000 km à l'heure, en 8 minutes et demie seulement. Ce programme était un programme qui a eu, on peut dire, un succès mitigé, dans le sens que la navette a permis à beaucoup d'astronautes d'aller dans l'espace, a permis le programme de Hubble, dont je vais parler dans un instant, de la Station spatiale internationale. Malheureusement, le programme navette a coûté très très cher. Chaque vol coûtait de l'ordre de grandeur de $2,5 milliard. Donc c'était trop cher. Parce que la maintenance entre les vols était importante, et puis finalement le niveau de sécurité n'était pas terrible. On a eu 2 accidents majeurs sur 135 vols, donc c'est pas tout à fait satisfaisant. Extraordinaire performance et capacité quand tout marchait bien, mais tout n'a pas malheureusement toujours bien marché. Challenger en 86 et Columbia en 2003 ont été perdus avec chaque fois les 7 membres d'équipage qui ont perdu la vie. Et nous étions 140 astronautes à Houston pour le programme navette, et 14 ne sont pas rentrés, 2 fois 7.
Donc, c'est je dirais le point noir du programme Navette, c'était l'insécurité. Mais les Américains ont eu le courage d'au moins essayer. Amener des ailes dans l'espace, c'était pas du tout évident. Ils ont le courage de le faire. Et un immense respect pour eux, pour ce courage qu'ils ont eu. Apollo a demandé beaucoup de courage politique, courage technique, industriel, scientifique et opérationnel. La navette également, bien que la destination était différente. Alors, la montée en orbite donc durait 1 minute et demie seulement. On arrive en orbite, c'est là, on est dans un environnement tout à fait particulier, sans bruit. On tournait autour de la Terre en 1 heure et demie, donc 16 fois le tour de la Terre par jour terrestre, 28 000 km/h de vitesse, mais sans bruit. C'est comme la Lune n'a pas besoin de moteur pour rester en orbite autour de la Terre. Et une fois qu'on a les conditions initiales convenables, eh c'est la chute libre sans jamais toucher la surface de notre planète. Là, on a ouvert les portes de la soute. Vous voyez la Terre en dessous de nous. Vous voyez ici ce qu'on appelle le terminateur. C'est la limite jour-nuit à la surface de la Terre. Ici, c'est le jour, là, c'est la nuit. Et toutes les 45 minutes en moyenne, on passait sur le terminateur. Très belle photo de la navette. Photo prise en 1984, le vol numéro 7 de la navette. Un petit satellite avait été déployé de l'intérieur de la soute. Le satellite suivait la navette. C'est comme un avion qui volait avec un angle d'attaque de 90 degrés, puisque le vecteur vitesse de la navette est à l'intérieur de l'écran, suivi par le petit satellite qui a ensuite été récupéré. Mais ça illustre un peu les conditions visuelles de ces vols en orbite terrestre basse. Un ciel complètement noir, et puis la Terre en dessous de nous avec les couleurs dominantes bleues et blanches. Je l'ai mentionné, la navette a permis le programme de la Station spatiale internationale, dont l'assemblage a commencé en 98, terminé en 2011. Lorsque la navette était retirée du service, l'idée des Américains était en respect pour tous les partenaires, les 15 autres pays partenaires de ce programme, puisqu'il y en avait 16 en tout, y compris la Suisse, États-Unis, Russie, Canada, Japon et 12 pays membres de l'Agence spatiale européenne. La NASA a retiré la navette spatiale à partir du moment où la Station spatiale internationale, ce grand laboratoire en orbite basse autour de la Terre, a été terminé. C'était en été 2011. ISS. Et vous voyez ici les membres d'équipage qui sont maintenant dans la station. Il y a généralement 6 personnes, avec dominance bien sûr des Américains, représentation américaine et russe, mais il y a également parfois des Canadiens, des Européens, des Japonais. Ici, vous avez Tim Peake de Grande-Bretagne. Vous voyez l'insigne de l'ESA, Agence spatiale européenne. Donc, il représente l'Agence spatiale européenne en tant qu'astronaute passant 6 mois dans la station spatiale. C'est le premier astronaute professionnel ou de l'ESA de nationalité britannique. Les autres sont essentiellement des Russes, Américains, donc Britanniques, Russes, Américains et un Russe encore ici. Et vous avez ici les 16 pays partenaires de ce programme, dont la Suisse. Alors, un autre programme qui a été rendu possible par la navette spatiale, c'est le programme de Hubble, dont je vais vous parler un peu, puisque j'ai eu le privilège d'aller visiter le télescope à 2 reprises dans les années 90, ma deuxième et ma dernière mission dans l'espace. Imaginez un télescope qui a été mis en orbite autour de la Terre de façon à avoir une position idéale pour un télescope, dans le sens qu'il n'y a rien entre le télescope et les objets qui sont observés ou mesurés ou étudiés, étoiles, galaxies ou objets dans le système solaire. Tous les télescopes terrestres souffrent évidemment de la présence de l'atmosphère entre ces télescopes et les objets étudiés, puisque l'atmosphère filtre une grande partie des radiations, l'infrarouge est bloqué en grande partie, l'ultraviolet, rayons gamma et X sont bloqués, et puis l'atmosphère étant turbulente, ça brouille quelque peu les images au foyer du télescope. Hubble demandait du courage de nouveau, parce qu'il fallait le construire, il fallait l'imaginer que le télescope allait être opéré depuis une salle de contrôle à Greenbelt, Maryland. Donc il y a des antennes permettant de recevoir les signaux de commande du télescope et permettant également de renvoyer les signaux ou les données scientifiques vers la Terre. Des panneaux solaires pour alimenter tous les systèmes de bord. Et puis quand même un niveau technologique, c'était conçu dans les années 80 pour une mise en orbite en 90, mais c'était vraiment à la pointe de la technologie du moment.
Comme j'ai dit, le télescope était en orbite. Il fallait s'attendre à ce qu'on ait parfois des problèmes et qu'il fallait faire des travaux de réparation, d'une part, et d'autre part, il fallait avoir la possibilité d'échanger des instruments scientifiques au foyer du télescope. Il y a des caméras digitales CCD par exemple, et si vous aviez une caméra digitale qui datait des années 80, vous ne l'utiliseriez plus maintenant. Et pour Hubble, il fallait avoir la possibilité de mettre les instruments scientifiques au goût du jour. L'optique finalement, avec le miroir principal de 2,40 m de diamètre et le miroir secondaire, n'a pas besoin d'être échangé. Par contre, il fallait pouvoir changer les instruments scientifiques. Et les Servicing Missions, il y en a eu 5 en tout. Servicing Mission 1 en décembre 1993, j'y étais, j'avais ce grand privilège de faire partie de cette mission. 2, 3A, j'y étais de nouveau, c'est ma dernière mission dans l'espace. Et puis 3B en mars 2002, la toute dernière était en mai 2009, donc 2 ans avant le retrait du service de la navette spatiale. Et cette dernière mission de visite de Hubble, l'objectif était vraiment de maximiser la durée de vie du télescope, qui était estimé après la fin de cette mission à 10 jusqu'à 15 ans, donc jusqu'en 2019, voire 24, on aura un télescope Hubble qui sera en bon état de fonctionnement, puisqu'il n'y a plus la possibilité d'aller le visiter et le réparer maintenant, puisqu'on a besoin de la navette pour ça, elle a été retirée du service. Alors qu'une fois j'ai eu ce privilège de faire partie de SMA, on avait une situation assez difficile, dans le sens qu'on avait un problème d'optique assez majeur avec le télescope, dont le miroir principal n'avait pas été taillé tout à fait avec la bonne formule. Il était trop plat de 2 microns sur un disque de verre aluminé de 2,40 m de diamètre. 2 microns qui est 2 millièmes de millimètre, ça paraît pas beaucoup. Mécaniquement, c'était une erreur négligeable, mais optiquement, c'était inacceptable. L'erreur de taille d'un miroir doit être une fraction de la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est 0,5 microns, c'est la longueur d'onde du jaune. Donc là, on était largement en dehors de la tolérance. Donc les images étaient floues, étaient complètement déformées au foyer. Et l'instrument, respectivement le télescope, était pratiquement pas utilisable pendant les 3,5 premières années d'utilisation jusqu'à la première intervention, qui était SMA, Servicing Mission 1, 7 membres d'équipage. Et pour moi, le sentiment d'un immense privilège de pouvoir faire partie de cette équipe. 6 Américains, respectivement 5 Américains, 1 Américaine et moi-même. En tant qu'astrophysicien, ayant reçu une formation d'astrophysicien ici à Genève, qui est devenu astronaute, aller effectuer la première visite du télescope Hubble ou faire partie de cette équipe était pour moi un immense privilège. Je l'ai vraiment ressenti de cette manière. C'était bien entendu une responsabilité partagée avec mes collègues, avec le soutien de l'équipe Sol, mais vraiment un privilège. J'ai regardé cette image. La soute de la navette, Jeff Hoffman, Story Musgrave, au bout du bras robotique, avec les outils, le télescope Hubble, 600 km en dessus de l'Australie, vous avez tous reconnu l'Australie en dessous de nous, avec Adélaïde ici, et l'Antarctique à l'arrière-plan. Une mission de 11 jours avec 5 sorties extravéhiculaires, parce que c'était pas seulement l'installation du correcteur d'optique qui nous a occupés, mais également l'échange des panneaux solaires du télescope. On a rajouté la mémoire à l'ordinateur principal de bord. On a échangé des gyroscopes également qui sont responsables de la capacité de pointage précis du télescope vers des objets célestes. Donc il y avait toute une panoplie de travaux de réparation, de maintenance qu'on a dû effectuer. Et on l'a fait en 5 sorties extravéhiculaires, préparées de façon minutieuse pendant une année, avec beaucoup de séances dans une piscine, permettant de simuler les conditions d'apesanteur de ce travail. Travail toujours effectué, bien sûr, par les astronautes en sortie extravéhiculaire avec leur scaphandre. Quelle aventure! Alors voilà, l'équipage de cette première visite à Hubble, et encore une fois pour moi, un extraordinaire privilège. Dick Cavey, le commandant, Jeff Hoffman, Ken Bowersox, le copilote, Tom Akers, Katie Thornton, Story Musgrave, mon héros, qui était l'astronaute le plus expérimenté de la NASA à l'époque. Et pour moi, le fait de pouvoir travailler avec Story, c'était aussi un immense privilège. Voilà le télescope dont on a échangé les panneaux solaires, c'est les nouveaux panneaux solaires. Bien entendu, on a installé le correcteur d'optique. On n'a pas pu vérifier le bon fonctionnement du correcteur d'optique parce que tant que le télescope était accroché à nous, on ne pouvait pas faire de
de pointage d'étoiles, de mesure de la qualité optique du télescope. Et on l'a appris seulement quelques semaines plus tard, c'était au début de 94, qu'il s'est révélé que les images obtenues par Hubble après la correction d'optique étaient parfaites. Donc pour nous, une immense satisfaction. Alors, j'ai montré le whisky du capitaine Haddock, ça c'est une autre mission. Je voulais simplement illustrer le fait que c'est pas seulement Hergé qui a détecté que les liquides prenaient une forme sphérique, et c'est pas seulement le whisky, mais c'est le cas pour l'eau également, bien sûr, le café ou le jus d'orange aussi. Alors, lorsque les missions navettes étaient toujours extrêmement denses, elles étaient courtes, mais on avait un objectif bien précis qui était généralement difficile à atteindre, et on avait très peu de temps pour l'accomplir. Donc c'était 12 heures de travail par tranche de 24 heures dans le plan de vol. Et puis une journée de 12 heures de travail, c'était 8 fois le tour de la Terre avec le jour-nuit, 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 qui était finalement assez agréable. Moi, j'étais assez accroché positivement à cette rapide succession de jours et de nuits. Je trouve que finalement, sur Terre, les jours et les nuits sont trop longs, en fait. On ne peut pas changer le taux de rotation de la Terre, mais si on pouvait, bien, on ferait. Parce que jour-nuit, puis tellement de levées et de couchers de soleil, c'est magnifique. Alors voilà, mais donc généralement on regardait la Terre quand on avait un moment de libre, et il n'y en avait pas beaucoup pendant ces missions courtes, mais une autre activité c'était de jouer avec des fluides qui n'étaient pas du tout recommandés par la NASA, parce que vous pouvez imaginer si une pareille boule de liquide, et que ce soit de l'eau, du café ou du jus d'orange, allait impacter des systèmes électroniques, c'est pas très sain finalement. Mais on avait toujours des linges, donc on voulait pas prendre ce risque. Le problème, c'est que tant qu'on laissait la boule de liquide comme ça allait. Si on soufflait dessus, il y avait des vagues qui se formaient à la surface. Si on soufflait trop, ça se fragmentait. Et là, il fallait intervenir avec les linges. Et puis, à la fin, comment est-ce que ça se termine, ça on gobait cette grande boule d'eau. C'était vraiment amusant. On a consacré un petit peu de temps à jouer avec des liquides. C'était irrésistible. Mais pas du tout recommandé par la NASA. Alors, pour moi, un immense privilège d'être de nouveau désigné pour une nouvelle mission vers Hubble. Cette fois-ci, on avait un problème au niveau du gyroscope. 4 sur les 6 gyroscopes étaient tombés en panne. Donc, le télescope n'était plus capable de maintenir son orientation précise dans l'espace, essentielle pour le travail scientifique, bien sûr. Donc, on a dû intervenir assez rapidement à fin 99, mission 3A. Cette fois-ci, j'étais un des membres d'équipage prévu pour une sortie extravéhiculaire. Voilà l'entraînement en piscine. De nouveau, comme pour la première mission et puis la deuxième qui a eu lieu en 97, utilisation de l'environnement aquatique d'une piscine pour simuler les conditions d'apesanteur avec un modèle extrêmement détaillé et bien conçu du télescope Hubble. Tous les mécanismes pour ouvrir et fermer les portes étaient exactement les mêmes que sur le télescope lui-même. On pouvait aller avec nos scaphandres à l'intérieur du télescope, on avait les instruments scientifiques avec tous les coupes-circuits, les câbles, exactement comme la réalité, de façon à diminuer l'effet de surprise. Si on va là-haut et qu'on arrive dans un environnement qu'on connaît parfaitement, parce qu'on a vu exactement la même chose dans l'eau, il y a seulement plus de plongeurs et plus de bulles, mais à part ça, c'est la même chose. Ça augmente sensiblement la probabilité de réussite de la mission. Mais le bras robotique, la soute, le télescope, on peut pénétrer à l'intérieur. Il y avait toujours une plateforme au bout du bras robotique et un des membres d'équipage en sortie, on était toujours à deux, était sous cette plateforme, était amené à sa place de travail par l'opérateur du bras robotique. L'autre était ce qu'on appelle le free floater, et il était responsable lui-même ou elle-même de ses déplacements. On utilise les mains courantes, toujours de couleur jaune. Tout ce qui est de couleur jaune, on peut le prendre, c'est des mains courantes. Alors on est parti le 19 décembre 1999 pour cette intervention sur Hubble. De nouveau un rendez-vous en 48 heures, depuis le décollage jusqu'au vol en formation serré à 28 000 km à l'heure. On prenait 48 heures. Et c'était évidemment, on ne trouvait pas le télescope par hasard dans le ciel, c'était à la suite de manœuvres bien précises qui avaient été beaucoup entraînées. Le rendez-vous en soi était une opération assez critique et extrêmement intéressante. Partir d'un endroit sur la surface de la Terre avec l'idée, 48 heures plus tard, d'être en vol en formation à 28 000 km à l'heure avec un engin spatial en orbite autour de la Terre, c'est pas évident. Mais si on l'entraîne beaucoup, y compris entraînement pour faire face à des problèmes au niveau du radar de rendez-vous,
des capteurs stellaires ou bien du bras robotique avec des défaillances, disons, tout ça a été entraîné. On a trouvé le télescope, bien sûr, on l'a volé en formation, on l'a accroché avec le bras robotique installé dans la soute et on a commencé ces interventions en 3 sorties extravéhiculaires. Ça, c'était la première pour échanger des gyroscopes. Et on a ici la deuxième. Je suis sorti avec mon collègue Mike Fall qui est là sur la plateforme au bout du bras robotique. Et je suis là, évidemment, vous pourrez me dire, mais on ne peut pas reconnaître votre visage, Monsieur Nicollier, comment prouver que c'est vous? En fait, chaque astronaute aux sorties extravéhiculaires a des signes, une marque sur les jambes, également sur le sac de montagne qui est un moyen de support-vie qui nous donne à peu près 8h30 d'autonomie du point de vue oxygène, alimentation d'énergie électrique, système de refroidissement du corps, d'élimination de la chaleur métabolique, tout ça est contenu dans ce sac de montagne. Et ça, c'est moi, voilà. Et j'ai accroché mon filet de sécurité, ce qui est assez important quand même, parce que je me tiens seulement sur le bord de la porte, et je me suis lâché, je me rappelle, c'était peu avant que la photo ait été prise ou peu après, et c'est pas grave si vous vous lâchez, vous volez en formation à 28 000 km/h avec le vaisseau spatial. Il faut seulement pas vous repousser, parce que si vous vous repoussez, vous passez sur une nouvelle orbite qui va diverger, et seul le filet de sécurité vous permettra de vous sauver, finalement, de revenir vers le vaisseau spatial. Puis on essaie toujours d'éviter de le faire, donc ça aurait été stupide de se pousser, et puis de détacher son filet de sécurité juste pour voir ce que ça allait faire la NASA. On l'a pas fait. Et chacun avait son signe, donc ça c'est Mike Fall, mon collègue, qui avait les grandes bandes rouges. Et si quelqu'un en venait à être détaché, ben, on savait si c'était Mike ou Claude. Et puis on pouvait décider si on allait le rechercher ou pas. Il y avait toujours cette possibilité de aller rechercher un astronaute. La navette avait cette capacité de déplacement, mais avec Hubble, le problème est que ça aurait probablement entraîné la destruction des panneaux solaires extrêmement flexibles et des manœuvres de translation de la navette pour aller rechercher un astronaute en perdition. Mike ou Claude, ça aurait pu être fatal pour les panneaux solaires. Ça, on le savait, donc on ne voulait pas jouer avec le feu. C'est l'échange de l'ordinateur principal de Hubble dans le Avionics Bay No. 1. Je l'ai apporté à Mike Fall, l'ordinateur que j'ai pris dans un coffret thermostabilisé dans la soute, et tout ça, ça avait été entraîné dans la piscine. On savait exactement comment le faire. C'est un peu comme du ballet, finalement. Ceux qui font du ballet, ils ne se grattent pas la tête pour dire ce qu'ils vont dire, où ils vont aller. Tout ça est entraîné. C'était une action qui était vraiment très contrôlée et entraînée. À la fin de cette sortie, qui a duré 8h10, donc elle est assez longue, pas loin de la fin des réserves d'oxygène et d'énergie électrique dans le sac de montagne, j'ai pris quelques photos avec une caméra Nikon F5. Vous voyez la caisse à outils, c'est une caisse à outils à ciel ouvert. On avait entraîné l'usage de tous ces outils dans la piscine. On avait exactement la même caisse à outils, les mêmes outils motorisés, tous reliés à la caisse à outils à ciel ouvert par des filins de sécurité, parce qu'on ne veut pas perdre des astronautes, bien sûr, mais on ne veut pas perdre des outils non plus. Parce que si vous utilisez un outil, puis vous le laissez là, il est sur la même orbite, donc il va rester, puis si vous faites autre chose, vous regardez, il est probablement plus là, parce qu'il y a toujours une dérive. Donc on attachait tous les outils, on attachait les astronautes et les outils. Il y avait ce qu'ils appelaient un tether protocol. Il y avait soit 2 liens de sécurité sur n'importe quel objet, ou un seul, mais jamais 0. Si j'ai quelque chose et que je veux le passer à Mike Fall, par exemple l'ordinateur, il était accroché à moi avec un filet de sécurité, je le passe à Mike, Mike accroche son filet de sécurité sur l'ordinateur, puis il me dit « OK, I got it, I attach my tether ». Alors ensuite, je peux enlever le mien, mais il peut y en avoir 2 ou 1, mais jamais 0. Mais si on a 0, on perd les choses. On perd des astronautes ou des outils. Vraiment cool. Et vous voyez ici des projecteurs, parce qu'on était 8h10 en sortie extravéhiculaire pour intervenir sur Hubble. Donc on a fait 5 fois le tour de la Terre, et c'était jour-nuit de nouveau. Et pendant la nuit, on ne dort pas, on continue de travailler, mais il faut illuminer la place de travail avec ces projecteurs. Quel souvenir! On a largué Hubble après ces travaux de réparation, c'était le jour de Noël, 99, donc le 25 décembre. Pour nous, le sentiment que nous vivions un magnifique cadeau de Noël de pouvoir effectuer cette mission d'importance. Et puis, on offrait également un cadeau de Noël à tous les astronomes et puis les techniciens dans la salle de contrôle. C'est une mission qui a réussi, comme la première que j'ai mentionnée avant, à 100%. C'était un moment émouvant, parce qu'on avait travaillé sur Hubble pendant une année, avec ces modèles dans la piscine,
pendant plusieurs jours, intervention en orbite. On était finalement attachés, je le suis toujours, avec le télescope de Hubble. Puis le voir partir, bien, on avait une petite larme quand même. Je vais vous montrer quelques images prises par Hubble, encore une fois une résolution fantastique, de l'ordre de grandeur du 20e de seconde d'arc, alors que si on n'a pas une optique adaptative pour un télescope terrestre, la résolution est de l'ordre de grandeur de 1 seconde d'arc ou une demi-seconde d'arc. Mais là, on avait un 20e de seconde d'arc. On a toujours et encore un 20e de seconde d'arc. Vous avez ici une belle image de la nébuleuse de l'Aigle, qui est un ensemble de ces 3 colonnes de gaz et de poussière, essentiellement du gaz, de l'hydrogène, à partir duquel se forment des étoiles. Surtout dans la partie haute, on a ce qu'on appelle la photoévaporation par des étoiles chaudes situées en dessus de ces colonnes. Et puis, il y a quelques parties de ces grands nuages qui sont déjà détachés, on en voit un ici. On en voit là également. Et tous ces objets qui se détachent finalement par self-gravitation, ils vont se condenser de plus en plus, la température va augmenter au centre, obtenir à un moment donné la température permettant les réactions thermonucléaires de se produire. Après, ça devient une étoile brillante, comme les étoiles qu'on voit dans le voisinage ici, et comme le Soleil lui-même. Donc c'est un lieu de formation d'étoiles, étudié avec beaucoup de détails par le télescope Hubble. Ça, c'est une belle image, la nébuleuse du Voile. C'est une supernova qui a explosé il y a environ 5000 ans, donc il y a fort longtemps, et puis qui a éjecté une grande enveloppe de gaz dans notre galaxie. Et vous voyez cette splendide image de ce qu'on appelle le reste de supernova remnants dans notre galaxie. Je dois dire que c'est une image qui est intéressante au plan scientifique, mais d'une grande beauté aussi. Abel Galaxy, Abel 2218. Le télescope Hubble a obtenu des images d'un grand nombre d'amas de galaxies. Tous les objets jaunes que vous voyez là sont des galaxies relativement éloignées, mais des galaxies encore plus éloignées qu'on voit et dont l'image est complètement déformée par l'effet de ce qu'on appelle l'antigravitationnel. C'est une des conséquences de la relativité générale. Il y a une déviation des rayons lumineux par des grandes masses. Et puis cet amas de galaxies est tellement massif qu'il déforme les images de galaxies situées derrière cet amas. Donc, effet de l'antigravitationnel, ça c'est des images complètement déformées des galaxies très éloignées. Et ça c'est une portion de Hubble Ultra Deep Field, une image qui a été obtenue en 10 jours de pause dans une petite région de la Grande Ourse, toute petite région. Et Hubble a détecté l'extraordinaire densité en galaxies de notre univers. Sur une toute petite image d'à peu près 2 minutes d'arc sur 2 minutes d'arc, on a compté des milliers de galaxies. Et si on multiplie le nombre de galaxies qui sont visibles ici, c'est pas toutes des galaxies. Tous les objets qui sont accompagnés d'une croix, c'est des objets ponctuels dans le ciel. Donc c'est des étoiles à l'avant-plan. Ils sont dans notre galaxie. Il y en a là aussi. Voilà, ici, là et là. Je crois que c'est à peu près tout sur cette portion du Hubble Ultra Deep Field. Tous les autres objets sont des galaxies, dont les plus éloignés ici sont distants d'à peu près 10 milliards d'années-lumière. Pas 10 millions, mais 10 milliards d'années-lumière. Un magnifique résultat obtenu par Hubble, montrant l'extraordinaire densité en galaxies de notre univers. Alors ça, c'est le successeur de Hubble, pas exactement, disons, mais Hubble devrait être exploitable encore jusqu'en 2020, 21, 22, peut-être 24, 25. On aura des problèmes de batterie après, des problèmes de gyroscope. Et entre-temps, ça devrait être en 2018, le James Webb Space Telescope, produit de coopération entre la NASA, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne, devrait être mis en orbite, enfin placé sur le point Lagrange L2 du système Soleil-Terre, à peu près 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et voilà le télescope. Vous avez ici la dimension du miroir de Hubble, 2,40 m de diamètre. Et ça, c'est le miroir segmenté du successeur de Hubble, d'à peu près 6,50 m de diamètre, donc une beaucoup plus grande surface de collection d'énergie lumineuse. Donc on pourra observer des objets beaucoup plus éloignés encore et plus faibles d'intensité lumineuse que le télescope Hubble peut faire. C'est un télescope ouvert, vous voyez, il n'y a pas de tube. Ça, c'est une voile qui, en fait, le protège du rayonnement du Soleil, de la Terre et de la Lune. Donc, il sera exposé à l'environnement extrêmement froid de l'univers lointain.
On pense que sa température descendra aux environs de 40 Kelvin, c'est-à-dire à peu près moins 230 degrés centigrades, et restera toujours à cette très très basse valeur de température, ce qui est utile quand on veut faire des mesures dans l'infrarouge, ce qui est l'objectif avec ce télescope, parce que les détecteurs de rayonnement infrarouge sont évidemment affectés négativement par des objets chauds qui rayonnent dans l'infrarouge. Donc un beau projet, techniquement extraordinairement avancé, je dirais, coopération entre plusieurs nations pour voir plus loin encore que le télescope Hubble. Alors, je vais montrer quelques images de la Terre, je vais aller assez rapidement, mais c'est des images, certaines obtenues depuis la navette, d'autres depuis la Station spatiale internationale, des océans. Des montagnes. Là, vous avez l'Himalaya, une grande partie de l'Himalaya depuis le Pakistan jusqu'à la Chine. Les hauts plateaux du Tibet, Lhasa est dans cette région. Ici, vous avez le Népal, Bhoutan et le nord de l'Inde avec le fleuve Brahmaputra. Et on traversait l'Himalaya du Pakistan jusqu'à la Chine en 5 minutes à peu près. Et là, c'était des circonstances particulièrement extraordinaires parce qu'il n'y avait pratiquement pas de nuages sur tout l'Himalaya, ce qui était assez rare. Ça aurait été de bonnes conditions pour faire l'ascension de l'Everest, du Kanchenjunga ou du K2. Magnifique. Cette photo a été prise très récemment par Tim Peake, donc l'astronaute britannique de l'Agence spatiale européenne. L'Everest, le sommet de l'Everest est ici. Donc c'est une photo prise depuis l'espace avec un tel objectif, bien sûr. Et pour prendre des photos comme celle-ci, vous avez, avec le déplacement de 8 km par seconde, il faut bien se préparer en fait, on ne peut pas improviser. C'est une très belle photo du toit du monde, depuis la Station spatiale internationale, à 400 km d'altitude. Ça, c'est une belle photo qui a été publiée aussi très récemment, c'est dans le désert du Tchad. Magnifique assemblage de couleurs, de dunes de sable, puis de montagnes volcaniques noires. Et celle-ci est splendide aussi. Photo prise récemment depuis la Station spatiale internationale. Je ne sais pas si on est sur les terres ou sur la mer, mais c'est avec le soleil très bas, puis on voit des cumulonimbus qui culminent à haute altitude. Photo prise, bien sûr, au téléobjectif. On a l'impression qu'on n'est pas à 400 km d'altitude, mais beaucoup plus bas, mais c'était pris avec un téléobjectif. Très belle image. Coucher du soleil. Vous reconnaissez probablement le paysage ici. Bon, je l'ai écrit, c'est l'Égypte, Israël, Arabie Saoudite. Vous avez ici l'Égypte avec le bassin de crue du Nil, de nuit, là où il y a la lumière et la vie. Il n'y en a pas tellement dans le désert, mais il y en a évidemment le long du bassin de crue du Nil avec le Caire, le delta du Nil, Israël, la mer Rouge, le golfe de Suez, le golfe d'Aqaba, et puis des étoiles dans le ciel. Et vous voyez cette région lumineuse, c'est à 100 km d'altitude environ, c'est dû à des réactions chimiques dans la haute atmosphère, qui ont pour conséquence que depuis la Terre, on voit toujours le ciel, même depuis un site de montagne élevé par nuit claire, on a toujours le sentiment qu'il y a un fond de ciel lumineux, un peu laiteux, si on peut dire. Le ciel n'est pas complètement noir. C'est à cause de cette région d'émission dans la haute atmosphère, et toutes les montagnes sont en dessous de cette couche. Donc ça nous empêche d'avoir un fond de ciel complètement noir depuis la Terre, alors qu'on est en dehors de cette région lumineuse lorsqu'on est en orbite autour de la Terre. Donc on a un fond de ciel qui est complètement noir. Aussi une image qui a été publiée récemment, prise depuis la Station spatiale internationale. Je n'ai pas mis l'endroit parce que ça doit être assez clair. C'est l'Italie avec Rome, les lumières de Milan et de Turin. Et là, vous avez la Suisse, on est là, c'est Genève, le lac Léman, Lausanne, la vallée du Rhône, le glacier du Rhône qui est là. Là, vous avez les lacs de Thun et de Brienz, le plateau suisse, le Jura. Photo prise récemment, donc à ce début de printemps. Et on a la Corse et la Sardaigne. Magnifique photo. À l'époque, quand j'ai volé, c'était encore une fois dans les années 90, on ne pouvait pas avoir des photos comme ceci, il n'y avait pas cette sensibilité. Les photos de nuit n'avaient pas cette splendeur qu'on a maintenant avec les caméras digitales à haute sensibilité qu'on a maintenant. C'est magnifique, ça.
a aussi pris depuis la Station spatiale internationale. Là, on est, ça c'est Lyon, ça c'est Genève, d'accord, le lac Léman, Grenoble, la vallée du Rhône, jusqu'à la région de Marseille, Nice, et puis Turin ici, et puis les Alpes-Maritimes. Et puis, c'est la Corse et la Sardaigne, il y a la lumière de la Lune qui se réfléchit sur la mer Méditerranée. C'est magnifique, c'est un rêve, ça. Si vous avez l'occasion, il ne faut pas hésiter. Hein. Alors voilà, j'ai fini avec la présentation des vues de prises par Hubble et puis de la Terre. Maintenant, quelques petites réflexions sur les nouvelles orientations et le futur de l'exploration de l'espace. La montée des compagnies commerciales, je montrerai un tout petit vidéoclip après. À l'époque, c'était uniquement des grandes agences spatiales comme la NASA, l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale canadienne, japonaise, russe, et aussi chinoise et indienne, qui faisaient du spatial. Maintenant, il y a beaucoup de compagnies privées qui font du spatial, et avec beaucoup de succès, et spécialement aux États-Unis. SpaceX est un magnifique exemple. Donc la montée des compagnies commerciales, c'est quelque chose de nouveau et qui est extrêmement positif. Comme nouvelle orientation et le futur de l'exploration de l'espace et la Lune, je reviendrai sur ce point dans un instant, surtout au niveau de l'Agence spatiale européenne. Les Américains semblent s'intéresser plus à Mars et aux astéroïdes, initialement pour l'exploration et par la suite avec l'idée de trouver des techniques qui permettent de défléchir les trajectoires d'astéroïdes. Si on détecte une astéroïde qui, dans quelques années, va nous arriver dessus sur la Terre, astéroïde de 100 mètres de diamètre ou 1 kilomètre, ça peut créer des dégâts considérables sur Terre. L'idée, c'est d'intervenir et d'aller les dévier pour, encore une fois, protéger la vie sur Terre. Les Américains s'y intéressent, l'Agence spatiale européenne également. Exploitation des ressources de l'espace. L'idée, c'est un jour, étant donné que les activités minières sur Terre créent la pollution et qu'on veut protéger la planète Terre à long terme, l'idée, c'est d'aller chercher des matériaux ailleurs que sur Terre, typiquement des astéroïdes ou la Lune peut-être, ou d'autres objets dans le système solaire. C'est clair, on se limite au système solaire. On ne veut pas aller chercher des matériaux vers des étoiles extrasolaires, des planètes extrasolaires. Et puis le dernier point, je pense que c'est intéressant ça. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on va toujours rester sur Terre ou est-ce qu'on va devenir à long terme, encore une fois j'insiste sur ce mot à long terme, est-ce qu'on va devenir une civilisation à l'échelle du système solaire, une civilisation planétaire? Avec des points d'ancrage à différents endroits dans le système solaire où la vie peut être maintenue dans de bonnes conditions. La question est posée, là. Je ne veux pas donner une réponse, mais on peut se poser la question. Si notre futur va dans ce sens-là ou pas. Alors, j'ai mentionné le succès des compagnies commerciales. Là, il y a une petite vidéo qui a été prise récemment qui illustre une fusée développée par des moyens entièrement privés, par SpaceX. C'est Elon Musk, qui est également le CEO de Tesla, les voitures électriques, qui a monté cette compagnie SpaceX pour accéder à la Station spatiale internationale avec du fret, avec une petite capsule qui s'appelle Dragon, avec une fusée qui s'appelle Falcon 9, développée entièrement par des moyens privés. Bon, ils ont reçu de l'argent de la NASA, mais c'est eux qui l'ont développée. Et puis récemment, ils ont fait quelque chose qui était extraordinaire. Ils ont mis en orbite cette petite capsule Dragon avec de l'équipement pour approvisionner la Station spatiale internationale, mais ils ont récupéré le premier étage de cette fusée. Après la séparation du deuxième étage, et puis le deuxième étage a poussé la capsule Dragon jusqu'à une position en vol en formation avec la station, qui en soi est déjà une tâche difficile, mais le premier étage a été freiné par des fusées et s'est posé sur une plateforme en mer. Étant donné que tous les départs se font initialement à la verticale, mais après on va en direction de l'orbite, et que les départs se font de Kennedy Space Center en Floride, au bord de l'océan Atlantique ou de Cape Canaveral. Donc le premier étage est séparé sur la mer, donc si on veut le récupérer, il faut le récupérer sur une grande plateforme dans l'océan Atlantique, et ça a marché. Et c'est vraiment un succès total de SpaceX il y a environ un mois. Je vais vous montrer cette petite vidéoclip que je trouve extrêmement intéressante et qui montre à quel point les compagnies privées qui sont du spatial ont énormément de succès maintenant, tout spécialement aux États-Unis. Alors, c'est de nouveau le challenge de trouver la petite flèche là. 7, 6, 5, 4,
privée. 3, C'est pas la NASA. 2, 1. Engine ignition. Liftoff of the Falcon 9 rocket with science for today and for deep space exploration tomorrow. Falcon 9 has cleared the towers. Impact chill has begun. Bow and telemetry nominal. Voilà la récupération du premier étage sur la petite plateforme de l'océan Atlantique. Une performance extraordinaire. Regardez, là. On a l'impression que ça ne va pas marcher. Landing lights have deployed. Pas mal, ça. Of course, as to Levy, we have a Falcon 9 on board. Dans la salle de contrôle, les gens sont plutôt contents, là. C'était vraiment un succès absolument remarquable. Il y a eu des messages de félicitations à SpaceX. Voilà, c'est pas posé au milieu de la plateforme, mais la plateforme est assez grande. As a result, there was a lot of excitement in the SpaceX Mission Control in Hawthorne when it touched down. Encore une nouvelle vue de l'atterrissage du premier étage. Il est évident que si on récupère un étage comme ça, ça permet de réduire le coût de l'accès à l'espace, bien évidemment. Voilà, donc j'ai dit qu'un autre objectif au niveau de l'Agence spatiale européenne, c'est la Lune. On a un nouveau directeur général de l'Agence spatiale européenne, M. Werner, un Allemand, qui a pris position il y a quelques mois seulement, et puis il a tout de suite lancé l'idée que l'Europe allait créer ce qu'on appelle un Moon Village, un petit village sur la Lune. Et ça devient un objectif majeur de l'Agence spatiale européenne. Après la fin d'exploitation de la station spatiale dans un peu moins de 10 ans, l'idée c'est de construire une petite station d'exploitation scientifique et de recherche sur la Lune, dominée par l'Europe, l'Agence spatiale européenne. Alors, les Américains se focalisent surtout sur Mars. La Lune, finalement, ils ont déjà été, donc c'est moins intéressant pour eux. On observe beaucoup Mars avec des sondes, on orbite autour de la planète rouge, on obtient des images très détaillées comme celle-ci. Bon, ça c'est Mars Express de l'Agence spatiale européenne. Vous voyez que sur Mars, il y avait de l'eau liquide, il y a des lits de rivières asséchées maintenant, qui prouvent que manifestement il y avait de l'eau liquide sur Mars, il n'y en a plus maintenant, peut-être en profondeur sous forme de glace, mais en tout cas pas à la surface. L'exploration habitée de Mars, c'était un objectif clair pour les États-Unis dans les années 30 ou les années 40 peut-être de ce siècle. Ça vient du très bon film Seul sur Mars, The Martian. On s'intéresse beaucoup aussi à quelques objets dans le système solaire sur lesquels la vie aurait peut-être pu se développer, à part Mars, qui est un des candidats bien sûr. On a Titan, ce satellite de Saturne dont j'ai parlé avant. Europa, qui est un des satellites de Jupiter recouvert d'un immense iceberg de couches de glace, avec probablement de l'eau liquide en dessous. Et puis Enceladus, qui est un peu dans la même situation, satellite de Saturne, qui a également une couche de glace, avec des jets de glace dans la direction qui est illuminée par le Soleil, avec probablement un océan liquide en dessous, donc une possibilité de développement de vie passée ou peut-être présente. Voilà. On explore beaucoup l'espace, on se penche malgré tout sur la Terre elle-même. Il y a un programme de la NASA qui s'appelle Mission to Planet Earth. On s'occupe beaucoup de la planète Terre, son observation, son exploitation, sa protection par des moyens spatiaux. C'est une responsabilité que nous avons de protéger la planète Terre et de d'assurer sa capacité d'abriter la vie à long terme. Alors voilà, pour ceux qui ont de l'intérêt à aller dans l'espace une fois, si vous faites une sortie extravéhiculaire, il faut bien attacher votre filet de sécurité, parce que ça peut être dans une situation désagréable comme celle-ci. Et je vous remercie pour votre attention.
questions-là. On prend 3 questions. Voilà, c'était un plaisir. J'ai parlé un peu longuement, donc on a relativement peu de temps pour les questions. On prendra 3 questions, puis je reste un moment à l'apéro, donc les autres questions, vous pouvez les poser personnellement pendant l'apéro. On en prend 3, mais pas plus. Si on a, il y en a peut-être pas. Bonsoir. Ça vient d'où, la question? Ici. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Et vous nous avez parlé de vos débuts les débuts de votre passion avec Tintin, la fusée, ce genre de choses. Et moi, mon intérêt pour l'astronomie, ça a commencé avec vous, déjà. Je crois qu'on est tous un peu dans la même situation, on est tous des enfants, il y en a des vrais d'ailleurs, là, Oui. que leur maman a eu le courage d'amener, tous des grands enfants. Et il y a 21 ans, mon père, qui est un vrai passionné, vous a amené à un faire-part de naissance avec un petit bonhomme, un bébé astronaute qui sortait d'une fusée Tintin en disant c'est un petit pas pour moi, mais un grand pas pour papa Patrick et maman Sylvaine vers les joies du pouponage. Et ils ont eu l'honneur d'avoir votre signature sur ce faire-part de naissance. Et ma question, c'était quel effet ça fait de savoir que non seulement vous avez eu le privilège d'apporter de grandes avancées scientifiques, mais aussi de donner du rêve à tous ces enfants et tous ces grands-enfants. Bah, merci, c'est un privilège. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question par rapport à des futuristes. Si vous regardez ce qu'ils parlent de l'espace et de l'exploration. Par exemple, M. Dyson, je ne sais pas si vous avez entendu. Monsieur Dyson, qui a parlé des sphères de Dyson qui vont... Ouais, je sais pas, le nom est méconnu, mais je ne connais pas le détail de ces théories. En fait. Mais d'autres futuristes qui expriment des idées sur l'exploration de l'espace en tant qu'aller plus loin que le système solaire, oui. etc., etc. Comment ça vous semble possible dans le futur, etc. Oui. Bon, il faut essayer d'éviter de dire que quelque chose est impossible, parce que c'est comme ceux qui disaient qu'au 19e siècle, il ne serait pas possible de connaître la composition chimique des corps célestes, parce qu'ils sont tellement loin, on ne peut pas les couper en tranches et les analyser au microscope. Et puis, la spectroscopie nous a permis, bien sûr, de connaître la composition chimique du Soleil et de beaucoup d'objets dans l'univers. Donc, il faut éviter de dire que quelque chose est impossible. Il n'y a pas de doute que sortir du système solaire, avec des engins non habités, pourquoi pas, mais avec des engins habités, pour aller à une destination qui mérite d'être visitée par des êtres humains, ce sera extrêmement difficile, ce sera un voyage extrêmement long. Comme vous savez, l'étoile la plus proche de l'état, un peu plus de 4 années de lumière. Et si vous avez aller à la vitesse de la lumière, ce qui est en principe impossible, mais même une fraction comme le 10e de la vitesse de la lumière, qui est une vitesse très très élevée déjà, vous allez mettre beaucoup de temps pour y aller. Le problème, c'est un problème d'énergie, finalement. Si on s'éloigne beaucoup du Soleil, bien sûr, les panneaux solaires ne servent plus à rien. On peut avoir, bien entendu, un réacteur nucléaire qui va nous fournir de l'énergie pendant quelques temps, mais si on veut avoir, pendant plusieurs générations, disons 100 ans ou 150 ans, un voyage en direction de Proxima Centauri, ça va être un voyage long, difficile, et il y aura un problème d'énergie il faut générer de la nourriture également. Si on veut maintenir la vie, il faut la nourriture. Pas évident du tout. Je veux pas dire que c'est impossible, mais sortir du système solaire avec des zones habitées, déjà explorer le système solaire, on n'a été qu'à la Lune, en fait, qui est vraiment la banlieue. Je pense qu'il y a cette possibilité qu'on devienne une civilisation à l'échelle du système solaire dans 100 ans, 200 ans, 500 ans peut-être, ou 1000. Sortir du système solaire, je veux pas dire que c'est impossible, mais ce sera extraordinairement difficile, et je sais pas si ça vaut la peine. Alors, on en prend encore une, la dernière. Bonjour, je m'appelle Monsieur Depaz Javier et ma question est la suivante. Pensez-vous que l'humanité a une chance de survie dans l'espace si elle n'est pas unie dans les besoins? Et si
on peut aller... je m'arrêterai sur cette question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que l'humanité a une chance de survie dans l'espace, c'est ça? Oui. Bon, oui, la chance, elle est là. Ce sera difficile malgré tout. Le problème majeur qu'on a, si on sort de l'environnement terrestre, c'est les radiations. Parce que contre les maladies, on peut avoir des vaccins, on peut avoir des remèdes, mais si on est bombardé de radiations cosmiques d'origine solaire ou d'origine galactique, on peut se protéger avec des parois en plomb ou en bonne épaisseur d'eau. Ça freine bien sûr ces particules. Mais je dirais que c'est le problème majeur de l'exploration du système solaire par l'homme quand on sort de la magnétosphère terrestre qui nous protège contre l'impact de ces radiations d'origine solaire ou galactique. On est vraiment exposé à une situation très difficile. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, à moins qu'on trouve quelque chose de génial, mais je ne sais pas quoi, je ne crois pas à la possibilité d'immenses colonies humaines, de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers ou de millions d'êtres humains sur un autre corps céleste que la Terre, sauf si on a un moyen de protéger cette population importante contre les radiations cosmiques. C'est le problème majeur de l'exploration du système solaire par des êtres humains, au-delà de la magnétosphère terrestre, mais déjà sur la Lune, elle tourne autour de la Terre en à peu près un mois, et puis parfois elle passe dans le sillage de la magnétosphère, et parfois on est en dehors de la magnétosphère, donc on est totalement exposé à ce rayonnement cosmique. C'est le problème majeur. Quand on ira sur Mars, et on ira, il faudra probablement s'enterrer pendant les quelques mois ou quelques années qu'on va passer sur Mars, parce que sans ça, on sera trop exposé aux radiations cosmiques. Donc, le problème majeur, les radiations. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci mille fois à Claude Nicollier qui... Il y a 1000 questions encore à poser. Vous aurez un petit moment pour le faire. On vous invite, l'association Alumni UniGE vous invite à boire un petit apéro juste devant la salle. Et Claude Nicollier sera parmi nous pour boire un verre. Oui. Merci encore. De rien. Merci.